Bonsoir à tous, je suis Farid Ben Salem. Je travaille présentement principalement aux éditions volumiques. Les éditions volumiques, je peux vous parler de ce que je fais d'autre, parce que comme ça va un peu démontrer mon exposé. Donc moi j'ai travaillé 20 ans dans le management, gestion, etc. Donc rien à voir avec le jeu. Par contre, en même temps, j'enseigne toujours l'escrime. Donc, qui est un sport, et comme tout le monde le sait, le sport est un jeu, hein, normalement, même à haut niveau. Il suffisait de regarder le PSG, ils ont marqué des beaux buts encore là. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai rencontré Étienne Mineur. Étienne Mineur est quelqu'un qui travaille dans le design graphique, qui est reconnu, très reconnu en France et dans le monde entier. Et il a eu l'idée un jour avec quelqu'un d'autre de créer un atelier en pensant faire les premiers livres consoles de jeux et livres ordinateurs, sûrement inspirés de une certaine littérature fantastique, voire cyberpunk. Je crois que c'était l'âge de diamant, je crois. Il parle de ça, une sorte de livre qui petit à petit éduque un enfant, enfin je ne sais plus trop, c'est assez vague pour moi. Et du coup, ils ont créé un atelier avec ces deux personnes-là. Et avec des principes papier et électronique, on commençait à faire des livres un peu bizarres. Des livres qui tournent les pages tout seuls, un livre qui sait à quelle page vous êtes, etc. Et à partir de ce papier, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même pas mal d'électronique derrière, ils ont imaginé certains principes ludiques. Le souci, à l'époque, c'est qu'ils ne connaissaient rien au jeu. Et ça tombe bien, moi qui enseignais l'escrime au fils de Étienne Mineur, et qui mélangeait allègrement escrime et jeu pour faire plaisir aux gamins. Et déjà, je pourrais dire que ça faisait 20 ans que je gamifiais l'escrime, puisqu'on est en ce moment c'est la grande mode de gamification dans tous les domaines, hein, communication, formation, etc. Même on gamifie le jeu maintenant. Et donc moi déjà je gamifiais l'escrime, et à partir de là, Étienne Mineur qui connaissait rien m'a dit tiens, si vous connaissez les jeux, vous pouvez peut-être nous aider, etc. Moi, ça tombe bien. En amateur, pour mes potes de lycée, ça faisait déjà presque 30 ans que je leur créais des jeux, des scénarios, des jeux de plateau, des jeux de rôle, etc. Et même tout petit, hein, j'ai toujours créé des jeux. À 6 ans, je voulais être inventeur. Je rêvais d'être inventeur. Et puis un peu plus tard, toujours pareil, je créais des bases avec des boîtes à chaussures de Goldorak pour mes potes. Je m'étais fait un petit flipper en carton avec des élastiques dans tous les sens, des aiguilles, des clous, etc. Donc j'ai toujours baigné dedans, mais toujours pour moi, pour me faire plaisir à moi et à mes potes. Donc pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à il y a 5 ans, j'ai créé énormément de jeux, de tout ce qui se rapporte au jeu, etc. Mais toujours vers mes potes. Puis quand on devient adulte, qu'on a une femme, des enfants, etc., et que c'est la même chose pour tout le monde, on a de plus en plus du mal à se voir. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi que mes potes, j'ai du mal à les voir, je vais peut-être mettre à disposition tout ce que j'ai créé pour les autres. Donc ça tombe bien, puisqu'il y avait Internet qui existait depuis un moment. Et puis sur les différents forums, j'ai créé un blog, etc. J'ai mis à disposition toutes mes créations, et puis ça plaisait plutôt bien, etc. Donc Étienne Mineur, alors que j'étais en escrime, en cours d'escrime, et en plus il a vu que j'étais un gros geek. J'avais un des premiers ordinateurs portables avec écran tactile, un petit Samsung, qui était vachement bien d'ailleurs. Il a vu que j'étais un joueur, un geek, et il est venu me voir, il m'a dit tiens, je connais rien au jeu, en fait on est en train de faire des trucs dans un atelier un peu bizarre, on s'était dit que les jeux, faire des jeux avec, ça serait plutôt sympa. Et du coup, il a dit, si vous avez des idées, je vous présente le truc. Si vous avez des idées, vous m'envoyez des mails, etc. Donc j'ai envoyé des mails et des kilos de mails. Et puis au bout de quelques mois, il m'a dit, écoute, viens à l'atelier, tu vas voir ce qu'on fait vraiment. Donc à l'époque, c'était à Bastille. Et donc je suis arrivé là-dedans. Et effectivement, donc Étienne et à l'époque Bertrand Duplat, qui est plus à l'atelier, s'étaient amusés à faire différentes choses. Encore une fois, je déteste le terme gamification. Ils avaient gamifié le livre, et ils avaient fait différents jeux. Donc ce dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Donc même des bouquins en volume, la Meeting Zombie. Donc c'est un principe de bande dessinée, mais avec des pages transparentes, et ils jouaient sur la transparence pour créer un scénario, etc., avec des choses qui se juxtaposaient, etc. Là, par exemple, pour celui-là, ils avaient
Ça, c'est complètement autre chose. Et il s'était dit toujours, mais toujours dans l'idée, c'est... Alors, en fait, Étienne Mineur il est encore plus geek que moi. Il s'achète tous les gadgets qui passent. Si vous venez à l'atelier, vous allez voir qu'on a toutes les consoles au monde qui ont existé depuis les années 70. Comme un peu... c'est peut-être le cas de tous les geeks, je sais pas. On est très attaché au papier. Et donc, Étienne Mineur, à un moment donné, avait pensé faire un jeu vidéo en papier, comme on voit là. Donc là, qu'il a appelé Duquette. En fait, c'est un petit canard qui est dans un labyrinthe. Et en appuyant sur... il y avait un Arduino qui était connecté, là, un principe électronique. Et en appuyant sur cette touche, en fait, on voyait le canard se déplacer sur le papier. Donc évidemment, il y avait une encre un peu spéciale, une encre thermosensible, etc., qui réagit en fait à une petite charge électrique, à la chaleur produite. Et donc ça, je reviendrai là-dessus, c'est une petite parenthèse. Donc il y avait par exemple ça, il a créé un livre à lecture combinatoire. Alors là, encore une fois, d'ailleurs, les livres dont vous êtes le héros, hein, c'est de la gamification de livres. Hein. Déjà dans les fins des années 70, avec un des premiers Cave of Time, même si ça date d'encore bien avant. Et il avait, au lieu de tourner les pages normalement, ou même de commencer au paragraphe 1, aller au paragraphe 242, revenir au paragraphe 38, etc., lui s'était dit, tiens, en fait, on va déplier le livre d'une certaine façon suivant les choix. Donc à la fin, pour des histoires différentes, pour des fins différentes, le livre n'était pas déplié de la même façon. Et puis ça donnait un petit principe sympa, une fois déplié. Ça aussi, je reviendrai dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça celui-là, là, il a donné autre chose qu'on va peut-être voir rapidement. Je sais pas. Non, voilà, il a donné ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. C'est le principe. Il veut pas rester, c'est pas grave. Ce qu'on voit en papier là, ça encore une fois, c'est toujours dans la lecture combinatoire. Autre chose au niveau de l'utilisation toute simple. Alors, on reste toujours dans des principes simples. Bon, là, il y a quand même, pour certains éléments, il y a quand même des Arduino, il y a de l'électronique, etc., pour certaines choses, mais ça reste simple. Ça reste souvent binaire, du on-off, etc. Là, par exemple, tu as encore quelque chose, une idée toute bête, pour le voyage dans la Lune, là. Hop, si je remonte. Et là, voilà. Ça, c'est le livre qui disparaît. Encore une idée toute bête de gamification du livre. En fait, ils ont pris du papier fax qu'ils ont relié à une charge électrique, donc on allumait ou pas. Et une fois qu'on décidait d'allumer la charge électrique, en fait, vous aviez un temps limite pour lire le livre, parce que le livre se détruisait. En fait, c'est simple, dès qu'il y a l'électricité qui arrive dans le papier fax, ça noircit le papier, ça le consume. Et on peut, alors à partir de... Alors, de toute façon, hein, tout ça, c'est expérimental. Hein. C'est des idées, c'est plus, on donne ça à disposition, et puis si vous voulez faire quelque chose de concret, allez-y. Donc là, par exemple, après, on peut imaginer plein de choses. Donc c'est assez conceptuel, c'est temps limite pour lire le livre, etc. D'ailleurs, il y a des Argentins, il n'y a pas très longtemps, qui ont commercialisé un livre sur ce principe. Donc, pourquoi faire ça? Pour rajouter un élément de suspense supplémentaire, je ne sais pas moi, dans une enquête, une course-poursuite, je ne sais quoi. On peut imaginer pas mal de choses. Alors là, très très basique, mais c'était il y a 5 ans, un livre avec des flashcodes qui se baladaient, etc., donc qui amenait à des vidéos, où on pouvait aussi diriger le livre avec son iPhone, parce que le livre tournait les pages tout seul. Alors là, encore une fois, un principe tout bête, c'est caché là, mais en fait, il y avait des fils métalliques. Et toujours pareil, lorsqu'on envoie une charge électrique, les fils se contractent ou pas, et ça fait tourner la page. Voilà, avec les fils étaient croisés, etc. C'était un petit peu, ça allait un peu dans tous les sens. Donc encore une fois, un principe tout bête. Donc je passe vite là-dessus, hein, c'est pour introduire un peu ce que je vais dire après. Ça c'est le livre, là, il est au-dessus. Voilà. Ça découle du livre à lecture combinatoire, là, le sorte de truc qui se déplie, labyrinthe, etc. Alors ce truc-là, c'est un produit fini aujourd'hui, qu'on vend. Et entre-temps, il y a 2 ans, il a été exposé au MoMA de New York. Ils ont trouvé ça sympa, joli. Donc ils l'ont exposé. Comme ça, ils l'ont déplié, ils l'ont mis dans un cadre en verre et ils l'ont exposé. Je reviendrai sur certaines choses qui ont rapport avec le jeu. Et là, de toute
tout d'un coup, par exemple, il y a deux choses importantes là qu'on voit. Il y a e-pirate, à l'époque on appelait ça e-pirate, et e-porn, pion et téléphone. On a un peu changé de nom là, à l'époque on appelait ça e-porn, avant d'autres personnes. On a changé, on a mis pion et téléphone. Et alors, je parle d'abord de e-pirate. Là on commence à parler du futur du jeu. Alors attention, du jeu de plateau, mais aussi du jeu vidéo. Ça va dans les deux sens. Hein. D'ailleurs, c'est une grande boucle, hein, les relations entre le jeu de plateau et le jeu vidéo, c'est qu'on continuellement, on pique les idées de l'un, qu'on pique les idées de l'autre, etc. Pour moi, ça commence en 1974 avec l'arrivée du jeu de rôle Donjons et Dragons, hein, et qui a inspiré énormément, de jeux vidéo, dans les mécaniques, etc. Et puis même Donjons et Dragons, récemment, s'est inspiré lui-même des principes de jeux vidéo, et puis inversement, etc. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, récemment est sorti le MMO Neverwinter, qui reprend les mécaniques de Donjons et Dragons 4, qui lui-même s'inspirait des MMO. Là, vous avez ici, donc, ce fameux truc, là. Ça, c'est une idée d'Étienne Miner. Alors ça, si vous allez sur notre site, vous regardez la vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est du fake. C'est complètement faux, en fait, on a bidouillé le truc. Mais au départ, Étienne Miner, il se disait... si je pose un objet donc sur un écran, on en parlait tout à l'heure, donc je vais me répéter. Donc si on pose un objet sur un écran, lui disait, je suis sûr qu'on peut reconnaître l'objet, on peut faire quelque chose avec. Créer une interactivité entre l'utilisateur et l'appareil. Donc là, en l'occurrence, l'iPhone. Pourquoi l'iPhone ? Tout simplement parce que l'iPhone utilise un écran particulier. C'était le premier à utiliser un écran particulier à l'époque. Alors, il y a peut-être eu un autre appareil, mais qui n'a pas dû avoir beaucoup de succès, je ne sais pas. Mais en tout cas, le vrai appareil largement commercialisé et répandu, ça a été l'iPhone qui utilisait un écran particulier. Lui, il se disait, je pose une figurine sur l'iPhone à l'époque avec une application qui convient. Et en fait, l'application reconnaît la figurine, par exemple la figurine qui représente Étienne en bas là, en disant tiens, salut Étienne, comment ça va aujourd'hui, etc. Et il lui propose plusieurs bulles de réponse, et comme ça, il y a un échange qui se fait. Si on posait une deuxième figurine, une petite nénette qui arrive et tout ça, alors, à l'époque, ils pensaient faire un truc pour les bars avec, je sais pas, avec la table Microsoft Surface, donc quelque chose de plus conséquent qui serait utilisé dans les bars, on mettrait des trucs sur les verres pour reconnaître ou pour identifier une personne, etc. Et commencer à communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas, et a priori dans les bars c'est plutôt pratique. Et à partir de là, donc Étienne ne savait pas comment on pouvait faire. En fait, donc on a cherché, moi je suis arrivé un peu à ce moment-là, et on cherchait dans tous les sens comment faire pour reconnaître un objet sur un iPhone ou un iPad. Et en cherchant déjà, avec le petit truc qu'on a vu tout à l'heure, là, par hasard, enfin c'est pas vraiment par hasard, c'était quand même pas mal de réflexion, mais en reprenant ce qui avait déjà été fait auparavant, avec ce truc-là, avec l'encre, je vais vous parler de l'encre thermosensible, où il y avait aussi un autre principe d'encre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un gars qui est spécialisé là-dedans à Villejuif. En fait, ce que j'ai pris la feuille de papier là, et je me suis dit, parce qu'on cherchait dans tous les sens, on cherchait des matières à tester sur l'écran de l'iPhone, et en dépassant sur l'iPhone, on regardait si ça réagissait. Et à un moment donné, j'ai fait tiens, je vais prendre ça, on va voir si ça fonctionne. Et boum, là ça fonctionne. Donc je pouvais faire réagir mon iPhone sans le toucher directement, avec la feuille de papier qu'on voit là. Parce que sur la feuille de papier, il y avait des encres un peu spéciales. En fait, pour l'iPhone, et maintenant tous vos smartphones et tous vos tablettes tactiles, etc., et maintenant même les PC, en l'occurrence, je prends l'exemple sur le Lenovo, on voit les pubs à la télé, là, les trucs portables, etc., qu'on peut balader partout, et même des PC maintenant qui sont comme ça, avec l'unité centrale intégrée, donc on met à la verticale comme un écran pour l'utiliser normalement, ou le poser sur une table pour l'utiliser comme tablette, tout seul, à 2, à 3, à 4, comme la Microsoft Surface, mais en beaucoup moins cher. Un PC comme ça, il vaut 1500 €. Et il prévoit d'en faire des plus grands. Donc dans 2 ans, celui-là, il va valoir 500 €, etc., etc. Bref, écran capacitif. En fait, Apple, c'était le premier à sortir un smartphone, l'iPhone, le premier iPhone avec un écran capacitif, puis l'iPad très vite.
Et en fait, l'écran capacitif, ce qu'il propose, c'est une interaction entre la charge électrique que vous avez dans votre corps et l'écran. Du coup, il suffit juste d'un frôlement pour utiliser, vous avez remarqué sûrement, il suffit juste d'un frôlement pour utiliser votre écran. Il n'y a plus besoin d'appuyer, comme les écrans résistifs de la DS ou encore de la Gamepad de la Wii U. Donc là, un effleurement. Et en plus de ça, c'est multitouch. Donc on peut mettre plusieurs doigts, etc. À partir de ce principe et de l'encre, en fait, on n'avait pas les encres à dispo, on n'avait plus les encres à dispo, ça coûte très très cher en fait. Ces encres-là, c'est posé en sérigraphie, etc. Il fallait trouver un principe beaucoup moins cher. Donc, moi j'ai bossé dessus. J'ai essayé de trouver un moyen, parce que j'étais très content, j'ai trouvé un peu l'idée de passer la feuille avec les encres spéciales. Et par contre, il fallait trouver un moyen beaucoup plus simple de faire réagir l'iPhone sans le toucher. Donc en cherchant du carbone, du graphite, machin, en appelant des boutiques, des trucs, je sais pas quoi, des fabricants dans tous les sens. Et en fait, un beau jour d'août où on crevait de chaud dans le petit atelier à Bastille avec Julien, le développeur, c'est lui qui a développé l'application pour ça, en bossant avec moi, d'un coup je me suis dit, mais attends, le graphite, il y en a dans du crayon à papier. Donc au lieu de me chercher du graphite, de commander tout ça, j'ai pris une feuille de papier, j'ai découpé une feuille de papier, je l'ai noircie de crayon à papier. Alors j'ai pris un truc un peu gras quand même. Et là, je commence à faire ça, et boum, ça marchait. Donc là, j'avais à disposition, entre guillemets, une techno toute bête, et je pouvais commencer à m'éclater avec juste du papier et du crayon à papier. Voilà, point. Voire même une mine de plomb, j'avais commandé des mines de plomb pour le dessin, etc., qui conduit aussi l'électricité, la charge électrique qu'il y a dans le corps. Et par contre, faire ça, balader comme ça, de loin, ça n'a pas trop d'intérêt. Il fallait qu'on trouve un moyen de dire, tiens, je pose cette figurine-là, et quand je la pose, avec l'application appropriée, ça détecte la figurine en question. Donc, on a cherché des trucs dans tous les sens avec Julien, qui est développeur, qui a bossé chez Virtools, Dassault, et qui est rentré chez nous très vite. Le truc, c'était de faire. Donc, moi, j'ai bossé chez Games Workshop pendant 3 ans, donc j'avais plein de figurines à disposition, en plastique, en métal, parce qu'il y a une question aussi de matière qui est hyper importante. Je vous en parlerai après. Là, je vous parle bien de la techno, parce que ça a été important après pour les jeux qu'on a fait, et comment moi je vois le futur des jeux de plateau, et les jeux vidéo aussi. Comment faire en sorte qu'une figurine soit reconnue? Alors, une figurine, ça va. Au départ, on a fait un point. Ce que je faisais, c'est je passais un trombone tout le long de la figurine. Là, je passais le trombone. J'avais fait un trou dans la figurine. Je tenais le haut du trombone par le haut. Le trombone allait. Alors si on prend en coupe, ça c'est le socle. Là, c'est la figurine, elle est couchée. Donc je faisais passer le trombone comme ça, tac, 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 jusqu'à la base du socle. Et sous le socle, ce que je faisais, c'est je collais une feuille de papier, je découpais juste ce qu'il fallait par rapport au socle, et sous le socle, donc là j'avais le socle, je faisais un point comme ça. Et de l'autre côté, normalement, il y avait la pointe du trombone. Et ça passe sans problème à travers la feuille. La charge électrique continue à passer à travers la feuille. Donc là, la charge électrique se répand dans le point. Et là, donc, pour une figurine, un point, c'est bon, ça marche. Donc Julien, il a réfléchi à plein de choses comme on pouvait, des points plus ou moins gros, etc. Bon, ça marchait pas très bien. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on va utiliser 2 points. Je sais pas, 2 points par rapport à un socle, suivant comment ils sont placés. S'ils sont plus ou moins proches, ça pourrait faire des figurines différentes. Mais ce n'était pas suffisant. Après, on s'est dit, là, on a trouvé la solution avec 3 points. Avec 3 points, ce qui est pas mal, si on les met bien collés à la circonférence, pour les espacer au maximum, parce que ce qui se passe, c'est que si, et même c'est le cas avec vous d'ailleurs, si vous mettez 2 doigts très proches sur l'iPhone, alors que vous voulez qu'il en détecte 2, ou si vous mettez 2 points très proches, il en détecte qu'un en fait, il merge, il mélange les deux. Donc là, en les espaçant suffisamment, on faisait ça sur des socles de 32 mm. Avec 3 points, je pouvais obtenir, à l'époque c'était 4 possibilités différentes. Maintenant on est à 6. Donc 32 mm, ça reste assez réduit. Et là, avec le triangle obtenu,
si les trois côtés, évidemment, ne sont pas égaux, j'obtiens 6 figurines différentes aujourd'hui, et en plus avec une orientation. Je sais où est l'avant, par rapport à l'angle formé. Donc là, par exemple, je peux dire, et à l'époque, moi, j'avais commencé sur le game design d'un jeu sur l'iPad, qui s'appelait à l'époque Wizard, et qui est devenu Spellshot. On va dire ça, c'est la figurine du feu, par rapport à la position des 3 points. Ça, si on met les points beaucoup plus proches, les uns des autres, en tout cas par rapport au point, on va dire, principal, ça crée un autre triangle, on va dire que c'est la figurine de l'eau, etc., etc. Et donc là, j'ai toujours mon orientation, tout bêtement. Et alors, concrètement, ce qu'on faisait à l'époque, c'est avec le trombone qui arrivait pile juste de l'autre côté de la feuille, il fallait que je trouve un moyen, moi, de mon côté, je m'occupais du prototypage, il fallait que je trouve un moyen pour relier les points au trombone. Donc je faisais des traits, comme ça. Du coup, hop, la charge électrique passait par le trombone, tac, 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 ça se diffusait comme ça, ça arrivait là, et ça continuait à se diffuser jusqu'au point, et à se concentrer au niveau des points, qui étaient beaucoup plus gros. Et il ne fallait pas que les traits soient trop gros non plus, parce que là, sinon, ça crée un autre point encore, qui faussait tout le truc. Donc ça, j'ai fait des centaines de tests, pour trouver le bon truc, et tout ça, à chaque fois, avec du crayon à papier. Et avec ça, on a fait 4-5 figurines différentes. On a fait une vidéo, on a fait une démonstration avec un petit logiciel qu'a créé Julien. Et donc avec une figurine, alors on changeait de figurine à chaque fois. À chaque fois, on voyait une petite photo de la figurine en question qui apparaissait. Et on changeait de figurine. Et à un moment donné, on prenait la dernière figurine, un petit Eldar aigle chasseur de Warhammer 40 000, pour ceux qui connaissent. Et il avait en plus de ça un cône de direction devant lui qui apparaissait sur l'écran. Et on le baladait sur l'écran et on voyait bien que orientation, déplacement, figurine détectée. Et puis voilà. On a fait une vidéo, on a mis ça en ligne et là, tout le monde, les plus gros nous ont appelés, etc. Les plus rapides, ça a été Hasbro, leader mondial du jeu et du jouet. Donc c'est Monopoly, Bataille Navale, tout ça, tous les trucs connus, les Furby, je vous conseille pas. Ou sinon vous le balancez, je sais pas quoi. Ah oui, les nerfs, ça c'est vachement bien les nerfs. Pardon ? Est-ce que c'est eux qui ont créé tous ces jeux ou c'est surtout des petites entreprises de jeux qui ont acheté ? Pour les nerfs et tout ça ? Oui. Alors là. Et je sais qu'ils ont Hasbro, on est allé à Londres parce qu'à l'époque, à l'époque où ils nous ont contactés, les grandes brands, les grandes marques, c'était géré à Londres. Maintenant, tout a été regroupé à Providence, aux États-Unis, au siège. Et je sais qu'ils ont, Étienne les a vus, ils ont vraiment un pôle recherche et développement, ils ont un pôle d'inventeurs. Et il paraît que c'est, quand vous y allez, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est comme dans les films. Il y a des automates partout dans tous les sens, des trucs, des principes mécaniques, électroniques. Donc ils ont vraiment des mecs, des gars qui créent du jouet et du jeu. Ils ont eu un génie à un moment donné, qui est plus chez eux. Donc il s'appelle Rob Davio, qui a été game designer chez Hasbro et qui a créé un jeu avant de partir, qui est fabuleux, qui s'appelle, que je vous conseille. Il y en a encore en vente pas loin à Jeux des cartes, là. Risk Legacy. Et ça, c'est tout con, c'est très bête, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est qu'on vous propose de jouer en un nombre de parties limité, sauf qu'à chaque partie, le jeu change physiquement. Le plateau change, vous pouvez écrire dessus, les cartes changent, vous pouvez déchirer des cartes, on va vous dire à un moment donné, déchirer la carte, elle est plus utile, etc., etc. Comme dans un jeu vidéo, comme si on faisait un RTS sur un jeu vidéo, etc. Là, vous avez vraiment le jeu qui évolue en cours de partie. Et c'est prévu pour 15 parties. Après, vous pouvez continuer à jouer avec le résultat final du jeu. Mais vous voyez votre jeu évoluer. Et vous, chaque joueur joue une faction de la Terre, etc. Donc on peut détruire à la bombe thermonucléaire un territoire. Donc on le barre sur la carte, on l'enlève, etc., etc. Il y a le truc qui fait triper à fond, c'est que dans le jeu, on a des enveloppes scellées. Et il est dit sur les enveloppes scellées, attention à ne pas ouvrir avant la partie numéro 7, etc., etc. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à la partie numéro 7 et ouvrir ce truc. Et évidemment, il y a l'enveloppe, la grosse enveloppe à ouvrir à la fin de la 15e partie, au final, qui vous permettront de découvrir des trucs et tout, etc., etc. Et qui vous permettront de jouer en l'état, après, si vous voulez encore. Donc ça, c'est tout bête, en fait, au départ, surtout Chris, que bon, je ne suis pas du tout fan non plus.
Mais dans l'idée, c'est... Bon, après, il pouvait pas trop faire ce qu'il voulait, donc il est parti. Et là, il crée un autre jeu qui s'appelle, je crois, Seafall, sur la conquête, il me semble, des Amériques, donc au XVe siècle. Et sur le même principe, avec nombre de parties limitées, le jeu qui évolue, etc. Et là, encore une fois, je pense qu'il s'est inspiré du jeu vidéo. Hein. Donc, ça, c'est encore entre parenthèses. Là, je conclus un peu vite par rapport à ça. Mais le risque legacy, c'est encore une fois, on peut parler du futur du jeu de plateau inspiré des idées du jeu vidéo. Même si le jeu vidéo, bon, c'est encore... Il y a certaines fonctionnalités qui permettent de revenir à zéro très facilement, etc. Mais ça vient de là. Donc là, pour la techno, donc on a mis Hasbro, quand ils ont vu ça, ils ont fait... au début, ils n'y croyaient pas quand ils avaient vu la vidéo, mais quand on leur a montré de visu à Essen en Allemagne, au salon mondial du jeu, qui a lieu, qui commence demain d'ailleurs. Donc là, par contre, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Moi, j'étais parti avec Étienne pour leur montrer. Là, quand ils ont vu ça... Là, ils sont tombés par terre. Tout de suite, ils se sont dit, ouais, ok, vous réservez ça pour nous. On était là. Alors que moi, j'ai des potes game designers, auteurs de jeux, éditeurs, distributeurs qui cherchent depuis des années et des années à conclure des contrats avec Hasbro. Et nous, boum, le premier truc, bon, là, il y avait une techno derrière quand même. Mais techno assez... hein, on est complètement dans le low-tech, là. Hein, moi, je ne suis pas ingénieur, j'ai bossé dessus, donc... bon, c'est juste l'envie après. Hein. Et là, donc, voilà, on a signé avec eux. Bon, pas tout de suite parce que ça a été long, c'est une grosse machine. Ils ont quand même donné de l'argent assez vite pour qu'on puisse subsister un petit peu. Et on a fini par signer un contrat avec eux. Donc, ils ont utilisé, maintenant, avec notre techno, parce que là, on parle de figurines, moi je parle de figurines. Après, ça s'est affiné, on a fait des trucs beaucoup plus performants, etc. Hasbro a bossé dessus. Hasbro a créé les figurines en Chine en faisant tester des milliers de fois les figurines, poser, glisser, machin, un truc c'est balancé, je sais pas quoi, pour que ça résiste, parce que c'est vendu quand même à des enfants. Et toujours pareil, c'est juste, par exemple pour ce jeu-là, notre jeu qui s'appelle au départ Wizard, mais qu'ils ont appelé Spellshot. Ils ont même changé le nom des figurines, qui sont assez étranges. Et donc, en fait, c'est juste une figurine, une sorte de plastique, recouverte d'une encre conductible. Alors nous, par exemple, là j'ai sauté un peu le passage, mais après, je n'ai pas continué évidemment avec le papier, on a pris quelque chose de plus performant. On a demandé à un labo de Toulouse, des chimistes, de nous faire une encre d'abord avec du graphite dilué, et après avec de l'argent. L'argent, évidemment, c'est encore plus performant. Ça coûte plus cher, par contre. Donc, le petit flacon, à chaque fois, c'était je ne sais plus combien, un tout petit truc, une petite dose de plusieurs dizaines d'euros. Et donc, moi, j'ai fait après à la peinture, au pinceau d'abord, puis après, je faisais des caches, et ça faisait comme du pochage, etc., etc. J'ai fait plein de trucs dans tous les sens. Et on a fait ça aussi sur des cartes. Donc, pareil, on pose la carte, boum, ça détecte ce que vous voulez, etc. Moi, j'ai été voir, on avait une grosse réunion chez Hasbro pour les convaincre, et j'avais pris des cartes Cluedo, et j'avais fait les premières cartes conductives. Je faisais, ok, donc voilà, pour alors, les convaincre, je faisais, vous voulez que je vous fasse de la magie? Ok, donc je prenais mon iPhone, vous voyez mon iPhone, ok, là, à l'écran, il n'y a rien. Regardez, je prends la carte Mademoiselle Rose, hop, je la pose, tac, je l'enlève, hop, la carte Mademoiselle Rose, elle reste. Et voilà, je prenais une autre carte, etc., etc. Donc voilà, donc on peut faire avec les figurines, on peut faire avec des cartes, on pourrait faire autre chose. On a aussi, d'un point de vue plus industriel, etc., des gens qui nous ont contactés. On a fait concrètement aussi avec Milan Bayard un livre. Ah, c'est pour autre chose, Milan Bayard. Là, il faut que je vous en parle aussi pour un autre principe de jeu. Très simple, encore une fois, mais bon, je vais vous en parler. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a bossé pour La Poste, on a bossé pour... je ne sais même plus... Pardon? La Poste, c'était quoi? C'était l'utilisation, c'est pour la communication. Donc là, on est dans la gamification de la communication. Ils utilisaient, alors je ne sais plus trop, hein, ça remonte un peu, ils utilisaient l'iPad, et je crois en posant une figurine ou je ne sais pas quoi, c'était juste pour communiquer avec le client en disant voilà, on peut faire ça à La Poste pour des produits, la vente de produits. C'est juste pour... comment dire, un produit d'appel pour tiens, venez voir, on a un truc rigolo à vous montrer, etc. C'est de la com, hein, c'est de la com. Souvent pour la com, par exemple là, encore pour la communication, Orangina Espagne nous ont demandé, donc là du coup j'ai bossé vite fait sur un principe de game design en reprenant ça.
Ils voulaient vendre en fait des figurines de joueurs de l'équipe d'Espagne avec les bouteilles, mais ils voulaient un truc en plus, une valeur ajoutée. Donc peut-être en reprenant notre techno, on attend toujours la réponse, hein. en prenant notre techno et utiliser cette figurine avec l'iPad ou l'iPhone. Hop, on pose sur l'iPhone, c'est reconnu. Alors soit on a les informations du joueur, toutes les statistiques, soit moi j'avais proposé un jeu. Donc un petit jeu de foot sur l'iPad, tout ça tout bête, deux figurines contre deux, etc. Qui reprenait de loin un peu vous savez, les principes du Simon. Je ne sais pas si vous avez connu le Simon, avec les couleurs, les sons et tout ça, qu'il faut reproduire. Voilà. Un peu un truc comme ça, j'avais proposé. Nous, en tout cas, c'est très à la mode, hein, puisque moi maintenant, même en université, en grande école, etc., on me demande maintenant de donner des cours sur la gamification. Donc gamification pour la communication, formation, livres, etc. Oui, ça vit beaucoup ici. Alors, donc, là, nous, quand Hasbro a demandé à utiliser notre technologie pour vendre, évidemment, ils voulaient notre techno, pourquoi ? Pas pour ça. Ça, c'est nous. Ça, c'est un jeu. J'ai créé le game design, tout ça, puis après, bon, il y a d'autres personnes qui ont bossé sur le game design. Ils voulaient évidemment utiliser notre techno pour le Monopoly, pour la bataille navale, pour Game of Destin, le jeu du destin, etc., etc. Ça, c'était notre jeu. On avait déjà demandé à faire ces figurines-là par des designers anglais, Yum London, qui sont vachement bien, qui font des trucs sympas et tout ça, parce qu'on voulait faire... Parce que, alors, l'histoire, c'est... On a été voir d'abord Asmodée. Asmodée, c'est un des leaders européens de la distribution de jeux depuis quelques années. C'est eux qui ont fait Pokémon en France, etc. C'est comme ça qu'ils sont devenus millionnaires. Alors que les mecs, au départ, ils faisaient que du jeu de rôle, du jeu de figurines pour gamers, du gros gamer. Et le patron d'Asmodée, Marc Nunes, a dit alors moi, votre truc m'intéresse, mais faites un jeu qui ne fasse pas peur aux mamans. Donc évidemment, il pensait à Pokémon derrière, puisque lui, c'est lui qui distribuait Pokémon en France. Et peut-être en Europe d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait autant d'argent. Et du coup, on a demandé à créer ces figurines-là. Et moi, la difficulté, je peux te prendre ton iPad, Alexis, s'il te plaît. Merci. La difficulté, c'est voilà, là, mon iPad, j'avais l'iPad 1 à l'époque, et on m'a demandé, tiens, fais un jeu avec deux figurines qui s'affrontent sur ça. Le souci de l'iPad, c'est quoi ? C'est que c'est tout petit, en fait. Par rapport au jeu de plateau, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc il a fallu que je réfléchisse. C'est Alexis, mon assistant. Non, mais en plus, c'est vrai. À l'atelier, justement, on bosse, justement, a toujours un rapport avec la... Alors, j'en parlerai après, parce que ça sera peut-être le summum du jeu de plateau et du jeu vidéo mélangé, hein, Alexis. On peut dire ça. Hein. Parce que tu postes aussi, tu peux le dire. Alors, la difficulté, ça a été de faire un jeu là-dessus, parce que, en fait, l'écran est très, très, très petit. C'est extrêmement difficile, surtout avec deux figurines qui ont une surface quand même conséquente par rapport à l'écran. Donc il y a deux figurines comme ça qui s'affrontent sur un écran comme ça. Donc il a fallu que je réfléchisse à un game design qui fasse que ça soit vivant, que ça bouge dans tous les sens et qu'il y ait un intérêt. Donc au final, ça a super bien marché. Donc le jeu s'appelait Wizard, les Américains l'ont repris, ils ont mis un peu à leur sauce, donc Hasbro, ils l'ont appelé Spellshot. Donc là on voit qu'il reconnaît, là j'ai les doigts peut-être posés, il a déjà... Ah oui, on ne peut pas reconnaître deux fois la même figurine, c'est imposé. Oui, on peut faire avec les doigts. Et si je mets 3 doigts, donc le truc tout bête, c'est que quand je pose une figurine comme ça, l'iPad, il croit que je pose 3 doigts en fait. Hein. Pour lui, c'est 3 doigts. C'est pas une figurine, c'est 3 doigts. Posés d'une certaine façon. J'essaie de reproduire. Ah, c'est... Là, j'ai reproduit l'eau. Mais ça, je peux le faire une fois, mais après, le garder ou bouger les doigts ou ne plus bouger, là, ça devient plus difficile. Parce que ça se joue au millimètre près, voire au dixième de millimètre. Comme j'ai deux figurines, je peux lancer le jeu. Donc, où en étais-je ? Hasbro, eux, ils voulaient ça pour Monopoly. Et pour Game of Life, etc. Nous, on leur a dit, ok, mais vous faites notre jeu quand même. On fait, non. Donc on ferait votre jeu. C'est notre jeu quand même. Et
Au final, ils ont accepté quand même. Peut-être si ça se trouve, Étienne leur a dit, écoutez, vous voulez pas faire notre jeu? Non, on vous dit non. Ils ont dit, ok, on a tenu tête à Hasbro, vous imaginez. Un petit atelier français, qui n'était même pas encore créé officiellement en plus. Hein. La société a été créée un peu plus tard. Et donc finalement, ils ont bien voulu. Donc ils ont créé quand même, ils ont produit les figurines. Là, vous pouvez voir sous la figurine les 3 points, les 3 doigts en fait, qui sont posés. Donc avec l'électricité qui va aller jusqu'aux 3 points. Et évidemment, là, c'est du PVC. Hein. Il faut que... Merci. Ça rebondit bien, hein, la vache. Je vous montrerai un peu des démonstrations de jongle et tout ça. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc eux, ils ont créé la figurine, ils ont choisi l'encre même, ils ont fait faire des tests dans tous les sens, etc. Ils ont finalement commercialisé notre jeu qu'ils ont appelé Spellshot aux États-Unis, qu'en Amérique du Nord, donc introuvable en France. Enfin si, vous pouviez commander sur Amazon, tout ça, etc. Mais il paraît que je sais pas quoi, il faut avoir une carte bleue américaine. Bon, finalement, il y en a qui ont réussi à se le procurer. On espère bientôt, très bientôt, parce qu'à chaque fois on nous demande, etc. On espère très bientôt qu'il soit commercialisé en Europe. Ça devrait se faire, ça on est en train de voir. Il y a quelqu'un qui est fortement intéressé. Donc, après, le principe du jeu, il faut que je fasse attention avec mes autres doigts. Ouais, là, on voit bien que il y a une légère latence, mais c'est pas grave. On voit bien que l'orientation, les mouvements de la figurine sont détectés. Ça marche super bien. Le petit jeu, il est très tactique. Chaque figurine a ses pouvoirs. En plus de ça, on a rajouté un petit principe encore qui utilise les particularités de l'iPad, de l'écran capacitif. C'est qu'on peut lancer des sorts. Et il suffit pour ça de tracer dessiner un peu à la Harry Potter, de dessiner des signes, etc. Donc ils ont chacun leur sort spécifique. Ils ont des sorts utilitaires pour agrandir le terrain, par exemple, parce que quand vous déplacez, vous agrandissez le terrain. Alors c'est ça dans mon principe de game design, en fait, c'est plus je me déplace, plus j'ai de terrain, donc plus je peux me déplacer où je veux. Mais toujours dans mon terrain. Mais après, à partir de là, je peux lancer des sorts pour agrandir mon terrain. Et par exemple celui-là, qu'on appelle météorite. Ils appellent ça comète. Donc voilà, ça agrandit le terrain. En plus de ça, il y a toujours une surface qui vient autour de la figurine, qui vient agrandir le terrain, etc., etc. Donc mon terrain s'agrandit. Le but du jeu, toujours pour le game design, les mécaniques de jeu, c'est qu'il faut que j'aille chercher un certain nombre d'objets différents disséminés sur la carte. C'est pratiquement aux opposés d'ailleurs, c'est un peu fait exprès. Donc au bout d'un moment, les deux adversaires sont obligés de se croiser. Et s'il y a certains sorts aussi qui permettent de couper la zone de l'adversaire, etc., etc. Donc au final, c'est bien parce qu'on a un petit jeu tactique qui plaît à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux gamins. Et puis voilà quoi, j'en suis assez fier. Donc ça, vendu qu'en Amérique du Nord. Un jour, vous le trouverez en France. Je pense que ça se fera. Et en repartant de ce principe, donc là, pour moi, là, ce mélange, là on est complètement, alors, il y a, maintenant on emploie plein de termes, etc. On est dans du, je sais pas quoi, transmédia, cross-média, machin, truc bidule, mélange de tangible et de dématérialisé. Là, on est sûrement dans l'avenir du jeu de plateau. Donc les jeux de plateau, moi je définis ça plutôt comme des jeux de table, ce que les Américains appellent les tabletop games. C'est pour englober tout ce qui se joue assis sur une table, etc. etc. Ça peut être des jeux de cartes aussi, un jeu de plateau, donc c'est très, très vaste et encore assez vague puisque de toute façon il n'existe pas encore de nomenclature pour les jeux de plateau, etc., etc. Alors que dans les jeux vidéo il y a des millions de livres maintenant. Moi je suis en train d'écrire un bouquin sur les jeux de plateau. J'étais peut-être forcé pour mettre en place une certaine terminologie, etc. Mais en fait, je dis ça fait 4 ans que je dis ça. Bon. Parce que ça prend du temps, en fait. Et puis, ça évolue très vite. Alors, ça, la différence avec un jeu de plateau, ça, pour moi, le jeu que je vous ai montré, là, avec les deux figurines, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de société. C'est pas un jeu vidéo. C'est un jeu de plateau. Sauf que... Ah, il fait encore du bruit. Sauf que le plateau, représenté par l'iPad, est dynamique. Il est dynamique à l'infini.
Dans l'iPad, pour moi que je considère comme un ordinateur, on peut rentrer des milliers, des millions de paramètres. En plus de ça, l'iPad, en tout cas le jeu, le plateau de jeu, on peut le mettre à jour. Donc régulièrement, on peut aller chercher gratuitement ou pas. Ça, c'est des principes économiques qui existent déjà pour plein de jeux, hein, pour les smartphones, etc. Je peux aller chercher d'autres niveaux. Là, ce que vous avez vu tout à l'heure, le plateau, c'était un niveau parmi 4. D'ailleurs, toujours dans le principe économique, ça, je crois que c'est Apple qui veut ça. C'est le premier niveau, un des niveaux doit être jouable sans figurine. Donc on peut jouer, vous pouvez vous procurer le jeu Spellshot gratuitement. Donc ça, c'est le principe économique. J'achète la boîte de figurines, qui est ici. J'achète la boîte de figurines, je crois que c'était 15 $ au départ, après ça a baissé, hein, 15 $, et je récupère gratuitement l'application. Sachant que l'application, quand même, c'est beaucoup de temps homme non négligeable. Elle n'est pas si gratuite que ça. Donc on espère récupérer l'argent, en fait, sur les boîtes de figurines. Et bien là, donc, avec ce plateau-là, je peux à peu près, en tant que développeur, en tant que game designer, etc., je peux faire ce que je veux. Donc le terrain, comme vous avez pu le voir, je peux le modifier en fonction des pouvoirs des figurines. Je peux venir ajouter des nouveaux trucs, etc. Donc ça, vous imaginez ça avec, par exemple, vous connaissez Warhammer 40 000, les jeux de figurines, confrontation, qui n'existent plus. Enfin si, c'est relancé un peu, mais enfin bon, c'est compliqué. Vous connaissez un peu. Bah, ça, on peut le faire là-dessus. Bon, sauf que ça, évidemment, c'est un peu petit. Sauf que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant, il y a des PC Lenovo qui sont comme ça, qui ont une surface comme ça, qui ne coûtent pas cher. Ce sont des PC, hein, donc vous pouvez utiliser comme un ordinateur, et de temps en temps utiliser comme un plateau de jeu, ou un plateau de jeu de figurines. Sachant que le propre d'un jeu de figurines, c'est qu'il n'y a pas de plateau au départ, c'est la table directement. Après, on rajoute des décors, etc. Suivant les moyens, suivant l'envie, on peut rajouter plein de choses. Là, du coup, avec une surface beaucoup plus grande, le petit jeu où j'ai 2 figurines qui s'affrontent, bah là je peux mettre 5 figurines contre 5, 10 contre 10. Et puis plus j'ai une surface, ou suivant le type de jeu d'ailleurs, plus c'est grand ou plus je sais pas quoi, bah là je vais pouvoir mettre de plus en plus de figurines. Et commencer à faire des trucs intéressants. Pourquoi les jeux de figurines ? Bah, si vous avez joué à des jeux de figurines, à un moment donné, vous êtes retrouvé dans la situation où alors, non, là tu me vois pas là. Je suis désolé mon gars, mais tu me vois pas. Mais si je te vois, attends, viens te mettre à ma place, tu vas voir, mais non, je te dis que non, etc., etc. Il y a plein de situations ou de mesures. Non mais attends, vas-y, t'as vu comment tu tiens ton mètre, là t'as bouffé 3 mm. Moi je connais bien, hein, j'ai bossé chez Games Workshop et j'ai joué à des jeux de figurines un peu à presque tout. Et bah ça, avec un écran tactile plus ou moins grand, suivant le nombre de figurines qu'on veut mettre, bah, vous voyez apparaître tout de suite la fenêtre de tir par exemple, ou la fenêtre de vue de la figurine, plus directement jusqu'à quelle distance elle peut tirer, etc. Et si un obstacle, on verra qu'une partie, l'obstacle va couper le champ de vision, etc., etc. Et là, il n'y a plus de souci. Pareil, je tire, bah, au lieu de tirer sur la figurine, comme ça se fait habituellement, je vais dire non, je vais tirer sur le bâtiment qui est là. Alors, soit bâtiment dématérialisé virtuel, qui est dans l'écran en fait, et bon, alors là, ça enlève un peu d'immersion, parce qu'il y a juste les figurines qui ressortent de l'écran, entre guillemets, mais je pourrais le faire aussi, si je veux quelque chose où le décor est important. Ou, je peux aussi, ça on l'a déjà fait, faire des briques, n'importe quoi, des bâtiments qui sont reconnaissables par l'écran, en mettant toujours ce fameux pattern qui fait que je reconnais tel bâtiment. Surtout que c'est pas mal avec un bâtiment ou une barrière ou machin, la surface est beaucoup plus grande qu'un socle de figurines, et donc là je peux avoir des milliers de possibilités. Donc je pose un bâtiment là, etc., etc. Que en plus je peux me dire tiens, je peux tirer sur le bâtiment, ça le détruit, etc. Alors je parle aussi de jeux de figurines. Pourquoi ? Parce que souvent les jeux de figurines, on atteint un certain extrême en simulation. On cherche à simuler vraiment ce que peut se passer, un combat, les points de vie, les machins, les trucs, le nombre d'attaques, etc., etc. Par rapport à un jeu de plateau où le jeu de plateau, ça va être beaucoup plus abstrait. Pour transformer ce qui se passe dans la vie réelle, on cherche plutôt à conceptualiser, à trouver des trucs qui fassent que c'est abstrait, mais que ça soit rigolo quand même. C'est pour ça qu'on parle souvent d'ailleurs aussi de jeux dits à l'allemande ou de jeux dits à l'américaine. Mais ça c'est pour caricaturer. Hein. Les jeux à l'allemande, c'est souvent des algorithmes, des formules mathématiques.
Et en plus, de par leur passif, il n'est pas question de mettre du sang, de l'affrontement, de machin, tout ça. Donc les Allemands, ils vont mettre des petites souris, des fantômes, des machins, des trucs. Et ça va être très mathématisé comme jeu. Ils font des jeux très bien. Hein. Moi, je suis pas fan. Mais ils font des jeux très très bien. Contre Catan, j'ai joué une fois, c'était sympa. Mais j'ai pas particulièrement envie d'y rejouer. Est-ce qu'il y a un jeu bien? Je dis, bon, si, il y en a des biens quand même. Et par contre, c'est l'inverse. Mais attention, je caricature. Hein. Les jeux dits à l'allemande, c'est je prends un thème et après j'applique des mécaniques. Alors des fois, on peut avoir des usines à gaz. Hein. Les usines à gaz, il faut relire les règles, il faut avoir le bouquin de règles toujours ouvert, etc. Le meilleur exemple que j'ai, et si vous connaissez les jeux, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, les 13, je dis les 13 dernières années, je ne dis plus les 10 parce que ça fait un moment que je le dis. Le meilleur jeu des 13 dernières années, c'est BSG. Tiré de la série BSG. Vous êtes d'accord? Battlestar Galactica. La série qui est déjà excellente. Peut-être une des meilleures séries qui existent. D'un point de vue, parce que les histoires politiques, machin, tout ça, de traîtrise, de trucs. Et le jeu de plateau tiré de la série, mais reproduit ça, mais d'une façon incroyable. D'une façon incroyable. Donc, Benjamin, à la prochaine. Donc, le jeu de plateau, je vous le conseille. Si vous n'avez jamais joué, c'est pour voir l'exemple. En plus, si vous connaissez la série, ça reproduit, mais à merveille la série, quoi. Corée Koniska, je vous conseille de le voir aussi si vous ne le connaissez pas. C'est juste, moi je brûle un cierge tous les dimanches à Saint-Corée, parce que bon, le mec il pond à chaque fois des trucs. Alors par contre, c'est un mec aussi qui phagocyte beaucoup ce qui se fait ailleurs. Un jeu qui marche pas mal, un Knizia ou je sais pas quoi, il va en récupérer les grandes lignes, et il va pondre un truc peut-être sûrement plus fun, plus accessible, plus machin, plus truc. Et il est très fort là-dessus, très très fort. Donc voilà, c'était pour venir sur un peu certaines particularités. Donc pour un jeu dit à l'américaine où il y a souvent des usines à gaz, bon c'était surtout le cas dans les années 80, c'est un peu moins maintenant, même si les pages font 16, si les règles font 16 pages, 24 pages, voire plus des fois. Certains wargames où il y a beaucoup de points de règles, c'est ça le souci en fait. C'est dans un jeu de plateau, c'est quand vous commencez à créer des exceptions et à rentrer dans le détail. Et si vous commencez, après c'est... Mais on a la solution. Grâce à notre technologie des éditions volumiques, tout ça c'est réglé. Pourquoi? Parce que si, voilà. Donc les règles, c'est le problème les règles. Vous qui êtes des joueurs de jeux vidéo, là, les petits jeunes, même si moi je suis première génération de jeux vidéo, de joueurs de jeux vidéo, commencé dans les années 70, vous ne connaissez pas Apple II, ZX81, tout ça. Ah si. Non, parce que vous avez suivi des cours je sais que maintenant il y a des cours de culture vidéoludique, c'est ça? D'histoire. J'aurais tellement voulu connaître ça, moi, à mon époque. Ah ouais. Et voilà. Ah oui, les règles. Du coup, grâce à ça, donc on en vient aux règles, avec tous les points de règles et tous les machins. Alors si on prend, je caricature encore une fois, les jeux dits à l'américaine où il y a des trucs dans tous les sens, grâce à la transposition d'éléments tangibles sur un écran, par exemple, mais on va parler de l'inverse aussi. Plus de règles. Et là, comme j'ai un ordinateur, entre guillemets, la tablette tactile ou le PC tactile, etc., c'est lui qui va me raconter ce qu'il faut faire, quoi. Et je m'embête plus. Comme dans un jeu vidéo, je m'embête plus. Soit je fais le tutoriel, soit moi ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, ce que je fais beaucoup, je zappe tout. Bon, déjà les livres de règles, ça n'existe plus, je crois. Il n'y a plus de livres de règles dans les jeux vidéo. Hein. Ça se fait plus. Il y a juste les crédits, je crois, des trucs comme ça. De temps en temps, ils mettent un peu d'histoire, un peu de pitch, parce qu'il faudrait mettre quelque chose, il faut mettre un livret. Et encore si on l'achète en physique. Hein. Et moi, ce que je fais dans un jeu vidéo, souvent, je fais même pas de tutoriel, je me lance direct. Pour une raison comme ça, pour voir jusqu'où va l'intuitivité à ce niveau-là. C'est juste ça. Voir si je peux le prendre en main, tout ça. Et ce qui arrive des fois, dans certains jeux vidéo, c'est que j'arrive assez bien à maîtriser le jeu vidéo, et des fois, quand je vais parler avec des potes, et que j'ai voyagé, je fais « Ah, mais en fait, on pouvait faire ça comme ça ?» Ou « On peut faire ça aussi ?»
Et du coup, ça me donne une maîtrise supplémentaire et ça me permet de le maîtriser plus facilement après. Bon, ça n'arrive pas à chaque fois, faut pas exagérer, mais... donc, ça, en plus de ça, mon jeu de plateau, entre guillemets, j'aime pas ça, mais entre guillemets, comme dans un jeu vidéo, j'ai plus besoin des règles. C'est lui qui va me dire ce qu'il faut faire. Alors soit par des effets sonores, une voix, ou par les deux, en me disant avec des bulles, tiens, mets ta figurine là, tiens, tu peux faire ça, etc., etc. Je m'embête plus à lire les règles. Ce qui reste la chose obligatoire dans un jeu de plateau. Sauf si vous avez un super pote qui achète tous les jeux à chaque fois, qui dit toujours les règles dans les transports le soir avant de jouer, avant la soirée jeu. Ça évidemment, ouais. Et encore, je connais les joueurs en général, même quand vous avez votre pote maître de jeu ou pas, qui anime la soirée, en général vous l'écoutez même pas. C'est allez bon on y va. Alors je fais ça, mais non, j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué les règles, j'ai dit qu'on ne pouvait pas, justement pas maintenant, etc. etc. Ça vous l'avez fait à chaque fois. Donc, encore une fois, par rapport aux règles, et par rapport à la découverte du jeu, le fait de rentrer dans le jeu plus ou moins vite, ça c'est sûrement le futur, encore une fois, du jeu de plateau, à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les petites tablettes comme ça, ou est-ce qu'il faut vraiment attendre Non, je pense qu'on peut encore faire, ouais, je pense qu'on peut, alors évidemment il faut l'adapter par rapport à la taille. Le jeu là qu'on a fait aux éditions volumiques, il fonctionne très 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 bien, vraiment très bien, sur l'iPad. Après, ouais, je pense qu'on peut encore largement faire plein de jeux comme ça. Ça, par exemple, on peut reprendre ça de base, niveau matériel, enfin pas avec la même tronche, pas les mêmes figurines, mais là il y a une grosse société de jeux vidéo dont je tairai le nom, qui est très intéressée par ça, et peut-être sûrement ils vont appliquer des licences très connues qui leur appartiennent pour faire des trucs. Donc ils vont faire, et ils ont fait des protos, donc ils utilisent notre techno, ils ont fait des protos qu'ils ont maîtrisés assez vite, et ils ont prévu plein de jeux là-dessus. Alors soit on joue tout seul, soit on joue à deux, soit à plusieurs, etc. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin, le but c'est pas d'avoir la plus grosse tablette multi-touch, etc. Je pense qu'il y a écran capacitif. C'est pas le but en tout cas. Donc, ah oui, j'avais pas arrêté le jeu en fait. Et là, il est arrêté là ? Ouais, c'est bon. Donc, non, je pense qu'on peut faire sur différentes tailles, comme les jeux qui existent, différentes tailles. Il y en a qui ont des gros plateaux, il y en a qui n'ont pas de plateau, etc., etc. Donc ça, je parle du futur du jeu de plateau quand il y a un plateau dématérialisé, un plateau avec plein d'électronique dedans, etc. Alors, l'inconvénient, c'est quoi ? Il y a quand même un inconvénient. En fait, si vous voulez un jeu là-dessus, comme ça, il faut avoir une tablette. Là, je parle d'iPad et d'iPhone. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, commercialement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, on doit être maintenant à 400 millions d'iPhone dans le monde, plus de 150 iPad. Donc ça va. Si vous commencez à lancer un truc là-dessus, ça devrait aller. On a la preuve des petits jeux casual, tout ça, les mecs sont devenus millionnaires. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut posséder une tablette, mais pour l'instant, les chiffres sont conséquents. En plus de ça, nous, on a fait, alors je ne sais plus ce qu'on a fait, on a reproduit, pour d'autres jeux qu'on est en train de faire, des jeux de plateau sur tablette, donc on a fait la même chose sur Android, etc. Donc on a redéveloppé le truc, reprogrammé, etc. Donc on propose ça sur Android aussi. Donc ça, on élargit le marché. Le souci d'Android, c'est quoi ? C'est que il y en a dans tous les sens, dans toutes les tailles, etc. Et là, c'est beaucoup plus de travail pour à chaque fois réadapter en fonction de la taille, les jeux, etc. C'est pour ça que finalement, c'est pas hyper intéressant. Est-ce que vous avez testé les jeux de plateau ou à distance ? Si quelqu'un fait un mouvement chimique Alors, ça, on a toujours ça eu en tête. On sait que c'est faisable. Alors ça peut être, ça pourrait être même, ça existe déjà d'ailleurs. Je sais comment il s'appelle, Space. Un jeu où on joue à plusieurs, mais en Bluetooth ou en Wi-Fi d'ailleurs, je crois.
on dirige à plusieurs... c'est Space Team. Bon, c'est le meilleur jeu sur ce truc-là. C'est un jeu... pourtant, on est chacun dans son coin avec son iPhone ou son iPad. Et on dirige en même temps un vaisseau spatial. Et on donne les ordres aux autres. On dit, tiens, dis ta je sais plus quoi. Dis ta machin de faire ça. Et l'autre, c'est où? On a des tableaux, chacun son tableau de commande différents. Et il faut qu'on réajuste les boutons, les machins, etc. Et c'est super rigolo. Et pourtant, on est chacun dans son coin. Ça qui est... Parce que, comme on parle souvent de jeux vidéo, machin, no life, je connais personne, je vois personne, je mange pas, ou je me fais livrer des pizzas à chaque fois. Donc Space Team, je vous le conseille très fortement si vous n'avez pas encore essayé. Et donc, nous, on a déjà réfléchi à ça, on a fait des essais, donc on peut largement jouer déjà, que ça soit en Wi-Fi ou pas, ou en Bluetooth, sur des appareils différents. Pour des jeux de ce type, on l'a pas essayé avec celui-là, mais des jeux de ce type, parce que ça n'a pas été développé pour ça. Et puis évidemment, fatalement, après chacun chez soi. Et là, on parlera après d'un jeu justement sur lequel on travaille avec Alexis et Riyad. Alors, je vais vous parler d'un principe inverse. Encore pour l'avenir des jeux de plateau. C'est vraiment l'inverse. Là, vous demandez de quoi je vais parler, mais si de toute façon, vous avez tous été voir le site des éditions volumiques, donc vous savez de quoi je vais parler normalement. Tiens, là, ici, c'est la première vidéo qu'on a faite. Peut-être d'ailleurs qu'on peut la voir. Ça se lance pas. Ouais. Oh, zut. Attendez, je chope. Je sais pas si je vais... Ah oui, je sais pourquoi. D'accord. Voilà. Vous allez voir, ça c'est la première vidéo. Je cherche mon curseur. Mais ça, c'est la toute première, quoi. Là, vous voyez, c'est mes figurines avec le papier que j'ai mis en dessous le trombone. Et à chaque fois qu'on posait, ils reconnaissaient, il y avait une petite photo. Alors ça, tout le monde... Il y en a pas, il y a des milliers de gens, ils ont cru que c'était du fake. Hein. Ils pensaient qu'on appuyait avec le doigt en même temps, que c'était programmé à l'avance, etc. Un petit Ewok de Star Wars. Et là, le fameux Eldar avec le chasseur. Alors, j'avais exprimé un fusil pour voir vraiment où on voit. Il y a un jeu qui cartonne dans tous les sens qui utilise ça. C'est un des jeux les plus vendus au monde. Un jeu vidéo. Skylander! Ah bah je crois que c'est le gros carton à tous les Noëls. Ah, et donc Skylander, c'est quoi? C'est une figurine avec un gros socle. Il y a l'électronique dedans. Il faut par contre que j'achète le pod qui va avec, un pod indépendant que je branche à la Wii, à la console de jeu. Je pose la figurine dessus, hop, la figurine est détectée et on la voit, comme par magie, apparaître sur l'écran. Et ça s'arrête là. Mais sauf que moi, j'ai envie de te dire, bah voilà, mais rien ne serait-ce qu'au niveau des coûts. C'est que nous, Skylander, on l'a créé avant déjà. Parce que, alors, je suis d'accord, pour l'instant, ça, c'est trop petit, mais on fait déjà des figurines plus grandes, avec des socles plus grands, donc on augmente le nombre de possibilités à chaque fois. Et, précision, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on fait des jeux avec des cartes aussi, des cartes qui sont reconnues par l'iPhone, par l'iPad. Comme la surface de la carte est plus grande, il suffit de la tenir au bout. Là, on a des milliers de possibilités. D'ailleurs, encore une fois, il y a pour Gormiti, un jeu pour enfants, un jeu de petites figurines avec des cartes, ils nous ont copié en Italie. Ils ont repris notre principe et ils ont fait, pour Gormiti, un jeu de cartes détecté sur iPhone. Donc ça, et là, on a des milliers de possibilités. Et là, on a grandi le socle, on peut très vite arriver à plein de possibilités. Si on veut faire du Skylander, et ça sera mieux que Skylander, pourquoi? Alors, par contre, il faut posséder ça, ou un autre smartphone, ou un truc, un BlackBerry, ou je sais pas quoi, si ça utilise un écran capacitif, c'est que ma figurine, je la balade où je veux, dans la poche, en cours de récré, tout ça, et puis je fais à un moment, tiens, tu veux jouer avec moi? On se met en Bluetooth, ok, tac, c'est parti, t'es prêt? Ok, on y va, tac. Et c'est parti. Là, alors, l'intérêt après, c'est quoi? C'est que j'ai ma figurine à moi, que je peux travailler partout, que personne, si l'autre, il veut l'utiliser, il peut pas, parce que j'ai mon code avec, j'ai machin, il est identifié pour moi, etc., etc., etc. Il y a, en plus, avec notre principe, et c'est déjà utilisé pour Spellshot, c'est que
Ça, j'en ai pas parlé, c'est peut-être l'avenir du jeu de plateau, du jeu vidéo aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a qui s'intéressent à nous, des grosses sociétés de jeux vidéo. C'est que ça, c'est un principe d'anti-pirate. C'est que pour jouer, je dois posséder la figurine. Sinon, ah ouais, bah vas-y, récupère le logiciel. Bah oui, tu vas faire le premier niveau. Premier niveau, juste avec le petit puits au milieu, tout ça. Et tu vas jouer avec tes doigts. Alors après, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, après, tu peux dire, ah ben non, mais moi, je vais me débrouiller par rapport à ce que vous avez dit. Mais il y a du boulot derrière quand même. Il faut que ça marche. Et ça suce très vite.